L'histoire commence dans une prison sibérienne où sont enfermés des gens de différents pays. Il est pratiquement impossible de s'échapper de cette prison. La prison est entourée de milliers de kilomètres de neige et de forêts épaisses. Après la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont capturé des milliers de personnes et les ont forcées à travailler jour et nuit dans les mines de charbon. La prison elle-même n'était pas sûre, mais personne n'osait s'en échapper. Au-delà de ces murs s'étendait une mer de neige sans fin, une terre gelée à des milliers de kilomètres de la plus proche colonie humaine. Même si quelqu'un avait essayé, le froid brutal de la Sibérie aurait scellé son destin. Dans cette terre de glace et de silence, aucun prisonnier ne pouvait même rêver de liberté. Parmi ces prisonniers se trouvait un officier de l'armée polonaise nommé Janusz. Injustement accusé de plusieurs crimes, Janusz est contraint de signer des aveux, mais il refuse. Frustré, l'officier chargé de l'interrogatoire fait venir la femme de Janusz. En larmes, celle-ci raconte que Janusz est son mari, qu'il méprise le parti communiste et qu'il espionne la Pologne et d'autres pays. Janusz est stupéfait, mais en la regardant, il comprend la vérité. Ils l'ont torturé pour qu'elle fasse une fausse déclaration. Sur la base de ce mensonge, Yann est condamné à 20 ans de prison pour espionnage et envoyé au camp de travail du Goulag, ici en Sibérie. Nous voyons alors l'officier de la prison dire aux prisonniers que leur prison n'est pas seulement ce camp, mais que toute la Sibérie est leur prison. Même s'ils parvenaient à s'échapper d'ici, les habitants les tueraient parce qu'ils recevraient beaucoup d'argent en récompense du meurtre d'un prisonnier en fuite. Nous voyons ensuite tous les prisonniers faire la queue pour obtenir de la nourriture. À ce moment-là, Janusz voit un vieux prisonnier qui a faim. Janusz lui donne à manger. Voyant cela, un homme nommé Monsieur Smith dit à Jano qu'il n'y a pas d'humanité ici. Si vous donnez de la nourriture aux autres, votre nourriture quotidienne sera également réduite de moitié. Ensuite, Janusz rencontre un prisonnier nommé Kabaro, qui était acteur. Kabaro raconte à Janusz qu'il a joué le rôle d'un homme riche dans un film et que c'est pour cette raison qu'il a été condamné à 10 ans de prison. Janusz demande à Kabaro s'il y a un moyen de s'échapper d'ici. Kabaro répond par la négative et lui dit de ne pas penser à s'échapper, sous peine d'être tué. Le lendemain, tous les prisonniers se rendent dans la forêt pour couper du bois. Pendant ce temps, Janusz cherche un endroit d'où s'échapper. Le soir, Kabaro annonce à Janusz qu'il a un plan pour s'échapper. Il attendait un compagnon courageux et intrépide comme Janusz pour s'échapper. Kabaro explique son plan à Janusz en lui disant qu'à environ 500 km d'ici se trouve le lac Bol. Si nous longeons sa rive vers le sud, nous atteindrons le transsibérien et, dès que nous l'aurons traversé, nous pourrons atteindre la frontière mongole. Mais d'abord, laissons la saison hivernale se terminer et ensuite nous nous échapperons d'ici. En outre, nous devons rassembler autant de nourriture que possible pour le voyage. Il commence à rassembler de la nourriture, petit à petit, chaque jour. Un jour, Janusz, Monsieur Smith et plusieurs autres prisonniers vont travailler dans une mine de charbon où la survie est extrêmement difficile. Pendant ce temps, Janusz commence à avoir des hallucinations et voit sa maison. Voyant cela, Janusz commence à se diriger vers sa maison. À ce moment-là, un garde s'apprête à lui tirer dessus. Heureusement, Monsieur Smith l'attrape et lui sauve la vie. Jano raconte alors à Monsieur Smith le plan d'évasion de Kabaro. Une nuit, une tempête de neige soufflait à grande vitesse. Voyant cela, Janusz dit à Kabaro, « Ce soir, c'est le bon moment pour s'échapper d'ici, car la tempête de neige effacera nos traces de pas, ce qui empêchera les gardes de nous retrouver. » Mais Kabaro dit que ce n'est pas le bon moment. Un prisonnier criminel russe nommé Valka, qui se trouvait là, entend également leur conversation. Entendant cela, Valka menace Janusz en disant qu'il veut aussi s'échapper avec eux. Janusz accepte. Ce soir-là, Janusz, Monsieur Smith, Valka et 7 autres personnes se préparent à s'enfuir. Pour s'échapper, ils doivent d'abord éteindre le générateur, qui ne sera éteint que pendant 10 minutes. Ils coupent ensuite le câble et se mettent à courir vers la forêt. Lorsque les gardiens découvrent que des prisonniers se sont échappés, ils partent eux aussi à leur recherche dans la forêt. Mais à cause de la forte tempête de neige, les traces de pas des prisonniers avaient déjà été effacées, ce qui rendait difficile pour les gardes de déterminer la direction dans laquelle les prisonniers étaient partis. Le matin venu, ils s'étaient éloignés du camp, où les gardes n'avaient aucune chance d'arriver. Ils s'assoient alors au même endroit et rassemblent toute la nourriture qu'ils ont apportée, soit suffisamment pour quelques semaines. Après s'être reposés un moment, ils reprennent leur route. Ils doivent atteindre la frontière mongole en passant par le lac Bolao, au sud, et cela prendra encore plusieurs jours. Janusz, avec l'aide de son fils, montre à tous le chemin.
Ils poursuivent leur voyage et, à la nuit tombée, ils se reposent dans une forêt. Pour faire un feu, ils partent tous à la recherche de bois. L'un d'entre eux, un garçon nommé Kha'Zix, ne voit pas la nuit, ce que seul l'un de ses amis sait. Kha'Zix se perd en cherchant du bois dans la forêt. Au matin, il constate que Kazakh était assis à proximité, mais qu'il est malheureusement mort de froid. Tout le monde est triste. Janisch dit, « Aujourd'hui, un homme libre est mort. Nous voyons que de nombreux jours se sont écoulés pendant le voyage et qu'ils n'ont plus rien à manger. Pour satisfaire leur faim, ils mangent des insectes et des œufs d'oiseaux. En fait, ils auraient dû atteindre le lac Baul il y a une semaine, mais à cause de la perte de la route, ils étaient encore loin du lac Baul. » Le lendemain matin, Janus annonce à tout le monde qu'il va partir seul à la recherche du lac Baul. S'il ne revient pas au bout d'une semaine, ils devront le croire mort. Janus part donc seul à la recherche du lac Baul. Après bien des difficultés et des épreuves, il aperçoit enfin le lac Baul le 3e jour. Gianni revient et dit à tout le monde que le lac Baul est à une journée de voyage. Le lendemain, ils se mettent en route vers le lac Baul. Pendant ce temps, ils voient une fille qui les suit. Celle-ci leur explique qu'elle fuit les Russes et qu'elle a faim depuis plusieurs jours. Elle leur demande de l'emmener avec eux. Lorsqu'ils atteignent la rive du lac Baul, ils voient un cerf coincé dans un marécage. Ils tuent le cerf et l'utilisent comme nourriture, ce qui leur permet de se nourrir pendant plusieurs jours. Le lendemain, après s'être lavés, ils poursuivent leur voyage. Pendant le voyage, Arena se lie avec eux. Après quelques jours de marche supplémentaires, ils atteignent le point de passage du transsibérien, d'où il faut environ 5 à 6 jours pour atteindre la frontière mongole. Comme il y a des gens et des policiers pendant la journée, ils décident de traverser le transsibérien de nuit. Le soir, ils commencent à se diriger vers la frontière mongole. Mais là, Valka dit à Janosch qu'il ne peut pas aller plus loin avec eux et qu'il restera ici parce qu'il est russe. Entendant cela, Janosch dit au revoir à Valka et ils continuent leur route. Lorsqu'ils atteignent la frontière mongole, ils voient la photo de Staline à l'entrée, les informant que la Mongolie est désormais sous contrôle communiste. Ils sont déçus, car ils ont risqué leur vie pour arriver jusqu'ici. Janosch leur dit, « Allons en Inde en passant par le Tibet, car l'Inde est maintenant sous domination britannique et nous pourrions être en sécurité. Mais pour cela, ils doivent traverser l'Himalaya. » Au cours de ce voyage, ils doivent également traverser l'immense désert de Gobi. Ils ont continué sans perdre courage. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient dans le désert pour apaiser leur faim et mouiller leurs vêtements avec un peu d'eau qu'ils aspiraient pour étancher leur soif. Ils utilisaient leurs vêtements pour s'abriter du soleil. Mais tout cela ne suffit pas. Leur voyage devenait de plus en plus difficile. Entre-temps, une grande tempête de sable s'abat sur le désert. Heureusement, ils parviennent à survivre à la tempête, mais la plus grande partie de l'eau est renversée et gaspillée. Néanmoins, ils continuent à avancer. Ina s'effondre en marchant. Ses pieds sont très enflés, mais elle continue d'avancer pour ne pas causer de problème aux autres. Cependant, après avoir marché un peu plus loin, Arena s'effondre à nouveau et meurt malheureusement. Les garçons rendent hommage à Arena et poursuivent leur voyage. Quelques jours plus tard, un autre de leurs compagnons, Thomas, meurt à son tour. Ils ne sont plus que 4. Au fil des jours, ils s'affaiblissent considérablement et perdent le moral. Monsieur Smith avait presque abandonné. Entendant cela, Janosch mentionne le nom de son fils, tué par les Russes quelques années plus tôt, pour lui remonter le moral. Après cela, Monsieur Smith se motive et ils poursuivent tous leur voyage. Après quelques jours de voyage, ils parviennent à traverser le désert et à atteindre un endroit où il y a de l'eau et où ils tuent et mangent un serpent. Après quelques heures de marche, ils atteignent la Grande Muraille de Chine. Mais ils ne peuvent pas entrer en Chine car une guerre est en cours entre la Chine et le Japon. Ils commencent ensuite à gravir l'Himalaya enneigé en direction du Tibet. Au cours de leur périple, ils atteignent un monastère où ils sont chaleureusement accueillis et où des dispositions sont prises pour les nourrir et les loger. Là, un moine leur explique que pour aller en Inde, ils doivent passer par le Sikkim, mais qu'ils ne peuvent pas partir maintenant car une tempête de neige pourrait s'abattre sur la route. Cependant, Janosch veut partir immédiatement. Monsieur Smith explique à Janosch que d'ici, il se rendra à Lhasa, puis en Chine, car une opération militaire américaine est en cours dans ce pays. Il prévoit de les aider à retourner en Amérique. Le lendemain, Janosch et les 2 autres poursuivent leur voyage à travers l'Himalaya. Au bout d'un certain temps, ils parviennent à Skom, où les villageois les ont aidés. On apprend alors que Yanis n'a pas pu retourner chez lui en Pologne pendant 50 ans,
car la Pologne était encore sous le contrôle des communistes. Ce n'est qu'après la libération de la Pologne, en 1989, que Yanis atteint sa maison et est confronté à la même scène que celle qu'il a vue dans ses hallucinations. Dans la maison se trouve la femme de Yanis, maintenant âgée. Se voyant l'un l'autre, ils sont émus et s'embrassent.